On repart et là il y a un ferry qui traverse, un bac qui traverse la rivière Domnaï et on est sur le bac et je me retourne vers Samuel, je dis écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il me dit bon, on monte une boîte. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Explorateurs, le podcast qui part à la rencontre de personnalités issues du monde du vin, de la gastronomie et de la mode. Chaque mois et pendant environ une heure, j'interviewe un invité sur son parcours pour qu'il partage avec nous sa vision du monde, sa philosophie, ses échecs comme ses réussites et les difficultés auxquelles il a fait face pour finalement réussir là où les autres pensaient avoir échoué. Je me présente, Geoffrey Château, brand manager et coach professionnel certifié. En plus d'être votre guide pour ce voyage, je suis également le fondateur de l'agence Discovery, l'agence de branding et coaching spécialisée en création et développement d'identités de marques food, drink et lifestyle. Si vous souhaitez me contacter, je vous invite à le faire sur bonjour@agencediscovery.fr, sur mon profil LinkedIn ou sur le site internet agencediscovery.fr. Pour ne rater aucun nouvel épisode, je vous invite à vous abonner tout de suite à la newsletter des Nouveaux Explorateurs sur agencediscovery.fr, rubrique Le Mag. Tous les mois, vous recevrez les nouveaux podcasts ainsi que les conseils et bonnes pratiques en branding et coaching pour créer et développer votre marque. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la page YouTube et à laisser un like. Pour ce troisième épisode des Nouveaux Explorateurs, j'ai la chance d'interviewer Vincent Mourou, qui est cofondateur avec Samuel Maruta de la marque de chocolat Marou. A l'inverse des précédentes interviews, celle-ci a été réalisée en visio Skype, donc c'est pour une raison très simple. Vincent et son associé habitent maintenant depuis près de 10 ans au Vietnam, le pays où a été fondée leur marque. Et leur histoire pour moi est vraiment incroyable. Vincent a longtemps travaillé dans le monde de la publicité et dans la réalisation de films. C'est une carrière qui l'a mené à faire des journées de 14 à 16 heures, 6 à 7 jours sur 7 en Angleterre puis aux États-Unis. Et au bout de plusieurs années à courir après le temps, il sent qu'il n'est plus en phase avec ce qu'il fait et il part voyager en Asie. Et c'est lors d'un stage de survie en forêt vietnamienne qu'il a fait la rencontre de Samuel Maruta, son acolyte et futur associé. C'est de cette rencontre que va naître les chocolats Marou, la première marque de chocolat grand cru vietnamienne. Pendant l'interview, Vincent va revenir sur la genèse de la marque et comment un stage de survie en pleine jungle vietnamienne a donné naissance au chocolat Marou. Ce qui lui a donné envie de se lancer dans l'aventure et comment les valeurs humaines devaient être au cœur de ce projet entrepreneurial. Comment ils ont réussi ensemble à créer un nouveau courant dans le monde des chocolatiers qui étaient les chocolats de terroir, allant jusqu'à convaincre les plus grands de la planète. Il nous explique également comment les autres marques de chocolat ont préféré les voir comme des confrères plutôt que des concurrents. Et enfin, il nous explique comment la motivation et l'envie leur a permis de monter une fabrique, 3 magasins et obtenir plusieurs récompenses internationales alors qu'ils n'y connaissaient rien au chocolat. J'aurais aimé poser encore plus de questions à Vincent, mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain épisode. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir pour un nouvel épisode des Nouveaux Explorateurs. Ça fait un petit moment que je suis votre parcours, à tous les deux. Donc c'est Vincent Mourou et Samuel Maruta. Donc vous êtes fondateur des chocolats Marou. Une aventure qui a débuté, si je dis bien, en 2012. Et pour que les gens puissent un petit peu comprendre cette interview qui se fait à distance, parce que là vous êtes au Vietnam pendant que je suis en France. Oui. Est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui nous écoutent et qui vous connaissent peut-être un peu moins, expliquer qui vous êtes, d'où vous venez un petit peu, et ce que sont les chocolats Marou aujourd'hui? Ouf, d'accord, je vais essayer de faire ça. Avec le temps que tu veux. Enfin voilà. Ouais, d'accord. Non, Vincent Mourou, donc je suis français, bien que j'ai été élevé aux États-Unis. Donc, mon père est scientifique, grandi aux États-Unis. J'ai vécu la plupart de ma vie comme expatrié, on peut dire. J'ai passé tous mes étés en France. Sinon, voilà, la plupart du temps, j'ai vécu à l'étranger. J'ai 48 ans. J'ai eu une vie où j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des études scientifiques. Je suis parti dans le cinéma. J'ai travaillé à Hollywood dans le montage image pendant 10 ans. Après, je suis parti dans la réalisation de films qui m'a emmené à travailler dans une agence de pub. Là où je produisais des films publicitaires. Et ensuite, j'ai voulu prendre le large. Je suis parti voyager au Vietnam, en Asie du Sud-Est, principalement, pour, en fait, c'était un voyage où j'avais vraiment comme objectif de me réinventer. Voilà, de passer un beau voyage et trouver vraiment quelque chose qui allait vraiment me satisfaire et
qui serait aligné avec mes valeurs, plus que ce que je faisais finalement, qui me, bon, qui me, bon, voilà, qui ne me satisfaisait pas tellement que ça. C'était des journées de 12 heures, j'ai lu 12 ou 14 heures de boulot à un moment avant justement de faire ce fameux voyage. Non, plus. Plus? Non, non, la dernière année, ça a été ouais, plus 12-14 heures. Après, j'étais à Londres, donc c'était plus 14-16 heures. Plus 6-7 jours par semaine, avec tous les voyages transatlantiques et tout ça. Bon, ça, c'était pas mal, ça a été un succès, mais bon, c'était quand même assez éprouvant et bon, en même temps, ma philosophie une des philosophies dans ma vie, pour moi, c'est le fait que tout ce qu'on fait, on va s'en servir d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a rien de perdu. C'est que des expériences. Ouais. Il y a tout à apprendre sur tout et soi-même. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment, il faut juste se poser des questions et aller un peu plus loin. Euh, Et justement, voilà. il y a ce moment où tu pars en voyage, tu décides de partir dans la jungle. Alors, moi, c'est le côté storytelling que j'adore dans cette histoire entrepreneuriale, c'est que tu pars, tu fais cette randonnée dans la jungle, et donc, Ouais. pour ceux qui connaissent moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, je rencontre Samuel. Donc, c'était un peu Stanley et Livingstone, hein. Euh, bon, on était dans la jungle vietnamienne, on faisait un week-end de survie. Donc, on était un groupe de 10 et voilà, je rencontre Samuel. Et bon, c'est la première rencontre. Après, ensuite, on se voyait à la fac. Le matin, on prenait tous les deux des cours intensifs de vietnamien. Euh, euh, donc, on se croisait. Et bon, là, petit à petit, on a commencé à forger une sorte d'amitié. Et jusqu'à 2 mois plus tard, à peu près, on était à un dîner et on s'est rendu compte on était tous les deux intéressés par le cacao. Moi, je venais juste d'apprendre quelques semaines avant qu'il y avait du cacao au Vietnam. Et comme j'étais en recherche de faire quelque chose de nouveau, un nouveau projet, de réinventer, quand j'ai su qu'il y avait du cacao, ça m'intéressait énormément. Bon, pour moi, le cacao, le chocolat, c'est quelque chose de formidable. J'ai toujours aimé ça. C'était quelque chose aussi qui est, pour moi, ça représente que de bonnes choses. Ça rend les gens heureux, c'est sain. Euh, et donc voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai commencé à essayer de mon côté faire un peu de recherche sur le cacao qui était au Vietnam. Et voilà, donc Samuel aussi, de son côté, ça lui intéressait. Alors lui, il avait un parcours très différent de la mienne, c'est-à-dire qu'il était au Vietnam avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Il était venu comme expatrié pour la Société Générale, donc cadre sup pour démarrer une filière ici au Vietnam. Donc lui, il venait de finir ses 3 ans. Ouais. Il avait un contrat de 3 ans comme expat. Et quand j'ai rencontré, en fait, il venait juste de terminer son contrat et il avait demandé à la Société Générale une année sabbatique. Donc, pendant une année, lui, il se voyait faire plein de choses qu'il n'avait pas eu le temps de faire avant de rentrer dans une tour à Paris, donc à Défense. Donc voilà, on, on venait vraiment on avait des vies différentes et, et voilà, donc Donc vous voilà, ça décidez c'était en au fait, mois de novembre. avec ce chocolat, avec cette rencontre, de ce que j'ai lu, ça m'a fait sourire. Pas tout de suite, pas C'est tout de après que ça suite. s'est fait? Ça a pris un petit peu de temps. Moi, je faisais les choses de mon côté, lui du sien. Et on s'était retrouvés à Noël à Paris. Et moi, j'avais emmené des fèves. Et j'avais raconté que j'avais essayé avec ma mère de les mettre au four, de les torréfier, tout ça. Mais que bon, ça n'avait pas donné un résultat très bon, rien d'extraordinaire. Donc, et après, au retour au Vietnam, un soir, il me dit, écoute, un jour, il me dit, viens boire une bière à la maison, tu rencontres ma femme, tout ça, c'était sympa. Il habitait dans une maison très tropicale
au bord de la rivière, tout ouvert, qu'on peut imaginer un peu dans les films, au bord de la rivière. Pas le luxe, hein, un truc vraiment très, très, avec beaucoup de charme. Et, euh, et voilà, donc on a continué à parler de cacao. Et là, je vais partager mes frustrations, parce que de mon côté, j'avais essayé de faire des visites en campagne et tout ça. À l'époque, bon, j'étais de nouveau au Vietnam, hein, comment dire, la campagne, c'était quand même un peu plus protégé. En tout cas, je voulais faire les choses correctement et je voulais pas juste aller en campagne et me retrouver à faire quelque chose qui n'est pas permis, etc. Donc, bon, on est dans un pays communiste, il y avait des restrictions euh, il y a longtemps. Euh, mais bon, tout ça a changé énormément. Euh, et voilà, donc je partage mes frustrations avec Samuel et je dis, écoute, demain, je vais prendre ma moto, je m'en fous, je vais y aller. Je vais aller essayer de trouver des cacaoyers. J'en ai marre d'attendre l'invitation officielle de gens qui ne comprenaient pas du tout ma demande, parce que moi, je me présentais pas comme industriel du chocolat, ni acheteur bon, sur le marché de cacao. Je me présentais comme un gars, voilà, honnêtement, qui s'intéresse au cacao, qui a fait une carrière dans les films et tout ça. Et bon, ils ne voyaient pas l'intérêt. Donc, donc il y a Samuel et surtout sa femme qui a dit, bah, écoute, vas-y, allez-y tous les deux. Et donc le lendemain, on est parti en moto et on avait choisi une province qui est à 2 heures d'ici, de Saigon. Et là, on regardait sur le bord des routes là, pour voir si on allait trouver des cacaoyers. Et à un moment, on s'arrête, tout excité. En voilà un. On s'approche de l'arbre et là, on voit en fait que c'est un caféier, c'est pas du tout du cacao. Ils se ressemblent. Hein. Au début, on apprend, ils se ressemblent, et surtout de loin. Mais et voilà, on remonte sur les motos et on continue. Jusqu'au moment où on voit un panneau qui affiche la vente de cacao. C'était une petite ferme et là, on rencontre la famille. Il y avait un fils qui était venu visiter ses parents, qui parlait un peu anglais. Donc, ils nous ont fait visiter leur petite ferme et là, on a vu les cacaoyers. Et c'était formidable, tout ça. Et pour les remercier, on a acheté 2 kilos de fèves de cacao dans un sac jaune. Ce qui est formidable, c'est qu'on a quasiment tout documenté sans faire exprès. Et même sur les années, hein, on a tellement d'images, d'archives de ces moments un peu, bon, ces moments clés. Euh, et donc c'est chouette. J'ai l'impression des fois quand je vois ces images que oui, vous avez reconstitution, c'est pas possible. On a tout. C'est comme une mémoire, parce que des fois on a une déformation de mémoire, mais là, non, on revit à travers ces photos. Euh, donc voilà, donc on ramène en fait, on repart et là on prend il y a un ferry qui traverse, un bac qui traverse la rivière Dom Nai et on est sur le bac et je me retourne vers Samuel, je dis écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il me dit bon, on monte une boîte. Je dis bah, on fait quoi? On fait du trading? Il dit non, laisse tomber du trading. Ça nécessite trop d'argent et on fait du chocolat. Je dis ok. Après je lui ai dit ouais, je connais un site web bon, qui montre un peu les bases de comment faire un chocolat chez soi. Bon. Donc on rentre chez lui avec notre petit sac de cacao et bon, tout excité, on commence à mettre les fèves au four. Donc c'était ma deuxième épreuve. Et on les sort, on les broie et on fait une sorte de pâte épaisse et très très forte en goût et en goûte. Et bon, c'était loin d'être du chocolat,
très loin, c'était très brut, mais en même temps c'était très fort, avec des notes acidulées et, et pas du tout désagréables, dans le sens où on sentait qu'il y avait un potentiel. Ouais. C'était pas dégueulasse. C'est pas quelque chose qu'on rien faire. C'était c'est fort, ok, c'est acidulé. Il y a un C'est truc. pas du chocolat encore, mais bon, on n'est pas idiot. Avec un peu de temps, un peu de technique et de l'effort, on va peut-être y arriver. Donc voilà, on était tout content. Et Samuel me dit, écoute, demain matin, on se revoit sur un café et on parle business. Et là, je dis à Sam, je dis, écoute, ok, mais avant de parler de business, parlons de ce qu'on veut vraiment faire. Parce que, Ouais. tu vois, bon, tu as une famille, tu as une carrière, tout ça, et bon, moi, je suis célibataire, mais bon, j'ai lâché une carrière aussi, où bon, je gagnais bien ma vie, tout le truc, quoi. J'ai pas envie de faire quelque chose n'importe comment. Voilà. Donc, parlons de nos valeurs. C'était la conversation. Et là, on s'est rendu compte qu'on était alignés, qu'on voulait faire quelque chose de la même façon, que ça allait pas être une course au profit et à revendre en 5 ans. On voulait faire quelque chose aussi local, on voulait faire au Vietnam. C'était à l'époque, c'était rare d'avoir de fabricants de chocolat de qualité export, euh, dans le pays d'origine, dans le pays d'où viennent les fèves. Il y avait très peu, il y avait peut-être avec 3 ou 4 pouvoir faire ça à l'époque. Donc ça, c'était en 2000. En, en 2011. Euh, et, euh, et donc c'était génial. On pouvait vraiment faire quelque chose d'original, quoi, de vraiment. Non seulement il n'y avait pas de chocolat au Vietnam, ni en Asie. Personne vraiment crée un chocolat pour l'export en Asie. On s'est dit, waouh, il y a tellement c'est fantastique. On est sur quelque chose là. Donc, mais la question c'était quand même, est-ce qu'on va pouvoir faire un chocolat de, de grande qualité? Parce Ouais. qu'aussi on voulait faire quelque chose d'excellent. Euh, on s'est jamais intéressé à faire quelque chose de médiocre ou de voilà. On voulait vraiment faire un chocolat si possible. On savait pas. Bon, on allait nous donner les moyens. Donc, voilà, on s'est mis sur le projet tout de suite, ce jour-là. Et on a monté Marou, les tablettes, les premières tablettes, la fabrique avec les machines en 9 mois. Et non seulement c'est 9 mois, mais c'est 9 mois où, en fait, il n'y a pas de machine au Vietnam. Donc, soit on les a fait faire nous-mêmes, ou on les a fait venir de France. Voilà. Donc, on a un torréfacteur de café. Bon, ça existe au Vietnam, mais on voulait quand même. On avait trouvé un beau torréfacteur qui nous plaisait sur eBay, coûtait pour 2 500 €. Un truc qui a pris de la valeur depuis. Pas le nôtre, mais juste en général, les vieux torréfacteurs à l'époque. Les gens ne s'intéressaient pas encore, mais aujourd'hui, tous les hipsters, Ouais. machin, ils cherchent ces vieilles bécanes. Donc voilà, donc on a démarré, c'est incroyable ce qu'on a pu faire en 9 mois. Et on a trouvé 2 investisseurs pour démarrer de façon très modeste notre fabrique. Et donc, on a commencé à vendre en décembre 2011. Donc, l'idée le 1er février 2011 et les premières ventes début décembre. Bon, au niveau business, on savait qu'il nous fallait l'export. Au Vietnam, surtout à l'époque, bon, les gens ne mangent pas de chocolat. Et à l'époque, bon, le pays était quand même différent que ce qu'il est aujourd'hui. Les gens n'avaient pas encore vraiment les moyens. La classe moyenne n'avait pas encore
commencé à dépenser de l'argent. Il l'avait, mais il ne le dépensait pas. Et donc voilà, on s'est dit, voilà, notre chocolat, il sera trop cher. C'est pas qu'on voulait faire quelque chose de cher, en fait. C'est juste que bon, ce sera. Donc il faut qu'on fasse d'export. Et on voulait le faire d'export. En même temps, on cherchait vendre au Vietnam. Voilà, donc ça a été. Ça a pris 6 mois avant de faire de l'export. Ce qui nous a aidé, c'est que on avait été, comment dire, on avait un ami qui était parti à Londres et qui a présenté nos tablettes à Wallpaper Magazine. Et Wallpaper Magazine ensuite a voulu qu'on leur fasse une tablette pour eux. Donc c'était notre 2e mois, voilà, d'existence, et on faisait déjà une tablette pour Wallpaper Magazine. Donc on était super contents, et les designers aussi, ils étaient ravis. Et après, on a été, il y a une journaliste ici au Vietnam qui est pigiste pour Ouest France, et elle a voulu écrire un article sur nous, et ça a été pris par Ouest France. Voilà. Et à ce moment-là, les choses ont commencé vraiment à prendre des mouvements, et en même temps, on a fait partie d'un phénomène viral, c'est-à-dire que les designers ont mis nos tablettes sur Internet, sur des sites design, etc. Et ça a pris. Wow, c'est incroyable. C'est comme ça que je vous ai connu. Ouais, voilà. Ouais. Donc ce qui était dingue pour moi, parce que mes dernières années en pub, moi, ma tâche c'était de créer, de pondre des idées pour les grosses boîtes, pour qu'ils deviennent virales. Voilà. Voilà, donc c'était du engineering que là, on n'avait pas du tout essayé. C'est juste que, et en général, pour les grosses boîtes, ça marchait pas trop, parce que bon, ils veulent toujours mettre leur sauce, leur truc. Finalement, ça perd. Et que là, on a juste fait notre truc, et pour pour se faire plaisir, et ça a pris, sans vraiment du tout l'imaginer. Hein. Voilà, donc ça, c'était fantastique. On a été ensuite invité par le Salon du Chocolat à Paris comme espoir du chocolat. Et là, ça nous a ouvert à la presse en France. Ça, c'était aussi assez dingue. C'était en une semaine, on a été dans, je sais pas, 5-6 revues en France, que ce soit Le Monde ou Figaro, Le Parisien même. C'était fantastique. On avait une page entière dans Le Parisien. Pour une jeune boîte, c'est un truc de fou. Hein. C'était un truc de fou. Alors, je pense qu'il y avait plusieurs choses. À l'époque, il y avait, en France, il y avait ce côté par rapport à une sorte de sclérose. Les gens, ça bougeait pas trop en France, donc je pense que les gens rêvaient quelque part de cette aventure qu'on vivait. Donc je pense qu'il y avait ça. Et donc c'était. Et bon, après il y a le chocolat, et dans le chocolat il n'y avait pas trop de nouveautés non plus. Il y a ça aussi. À l'époque, il y a le bean to bar, ou ce chocolat un peu artisanal, maintenant qu'on voit à Paris, en France. À l'époque, il y avait les vieilles maisons. Il y avait, ce sont des amis, hein, je les appelle des vieilles maisons parce que bon, ils existent depuis longtemps, mais ils sont tenus par des gens super. Mais Bonnat, la maison Bonnat, la maison Pralu, etc. Donc, mais c'était des institutions déjà. Mais il y avait pas eu. Et donc, ce qui était aussi formidable, c'est que ces gens-là, ils nous ont vus arriver comme espoir, et ils nous ont accueillis. Ils nous ont accueillis dans leur cercle, on va dire, de petits chocolatiers français. Et ça a été aussi assez formidable, parce qu'on croyait, on s'imagine toujours,
les gens, ils voient la concurrence, quoi. Ouais. Oh là là, il y a des jeunes qui arrivent, ils essaient de prendre le marché, on va essayer de les mettre de côté. Pas du tout. C'était Pierre Marcolini aussi, plein de grands nous ont acceptés. Et d'ailleurs, il y en a qui sont venus rendre visite au Vietnam. Donc ça, c'était aussi un aspect qui était formidable et complètement inattendu là, dans notre aventure du départ. Mais c'est vrai que ça m'a fait halluciner, c'est que toutes les étoiles étaient alignées entre la rencontre dans la jungle, les premiers tests avec les machines, tout ce qui s'est suivi, parce qu'aujourd'hui, si je dis bon, c'est il y a un endroit pour la fabrication, 2 magasins, il y a, alors, j'ai plus, comment? On est sur 3 magasins. 3 magasins, il y a X, 7 tablettes single origin, 3 origines plus, 2 tablettes rares plus, les collaborations que vous avez pu faire, plus tous les autres produits, cacao, pâtes, et comment, enfin, que tu en parles un petit peu au début, mais c'est vrai que vous arrivez avec votre envie, tout ça, dans un pays en plus étranger, on arrive à construire tout ça en si peu de temps, sachant qu'il y avait toute la complexité. Alors je sais que vous l'avez évité sur le marché du chocolat, vous n'étiez pas obligé d'avoir quelqu'un sur place pour recommander le business à un Vietnamien. Mais tout s'est fait super bien. C'est quoi l'envers du décor? C'était quoi la plus grosse galère qu'il y a eu? Parce que ça paraît tellement simple. Ben, je veux dire, on a commencé petit, on a commencé à faire un chocolat, on va dire, simple, c'est-à-dire on a voulu faire un excellent chocolat noir. Donc il y a 2 ingrédients. Il faut trouver un bon sucre et de l'excellent cacao. Voilà, on n'a pas essayé de tout faire. Je crois qu'il y avait ça qui était une chose. On n'était pas du métier, donc on n'avait pas de prétendu. On découvrait tous les jours. C'était une découverte. Et bon, oui, on applique un peu le système D avec en étant intelligent. Je veux dire, on se pose des questions, mais l'idée c'était pas il nous faut $1 million pour acheter ces bécanes allemandes, sinon on peut pas faire du chocolat. On a acheté des vieilles pour ce vieux torréfacteur, on a acheté des trucs d'Inde qui venaient d'Inde, on a fait faire des machines nous-mêmes au Vietnam. C'était notre propre design parce que à l'époque aussi, personne faisait vraiment du chocolat à cette échelle-là, petite échelle. Donc il n'y avait pas les instruments, les outils pour le faire. Il fallait certains outils où ça coûtait excessivement cher, donc c'était prohibitif pour nous. Donc on regardait le truc, on dit ok, bon, on va essayer de le faire nous-mêmes. Méthode D. Ouais. Non, mais il y avait aussi une excitation dans le milieu dans lequel on baigne, et on baignait quand le pays a changé. Mais à l'époque, il y avait tellement de choses à faire. Donc il y avait cette énergie du possible. Du possible. Et quand même, les Vietnamiens, je veux dire, le peuple, c'est un peuple formidable. C'est très accueillant et aussi très enthousiaste. Je veux dire, on avait un jeune Vietnamien qui nous aidait au tout début. On était en train de regarder pour le lieu où on allait se poser, où on allait faire la fabrique. Et ce jeune, il ne voulait pas être payé, il voulait juste nous aider. Il dit, j'ai envie de vous voir réussir. Oui, mais bon, tu dois avoir d'autres choses à faire, quoi. Un jeune d'une bonne famille, mais bon, qui voulait faire du cinéma, mais bon, passait pas des heures à parler cinéma. Hein. Moi, j'étais là pour le chocolat. Le cinéma, c'était... Mais bon, c'était formidable, fantastique. Et il y a plein de rencontres comme ça qui ont fait que, même avec le petit niveau de Vietnamien qu'on avait, on a pu avancer, quoi. C'est bon. Donc et voilà, il y avait en fait, il y avait pas tout, mais il y avait l'essentiel. Ouais. L'essentiel, premièrement, il y avait le cacao et de l'électricité. Je veux dire, voilà. Et un aéroport et
et des ports. Donc voilà. Mais ça qui est fou, c'est que c'est un pays qui n'était pas forcément porté sur la fabrique de chocolat. C'était plus le café de ce que j'ai pu lire. Donc vous êtes arrivé sur un marché Ouais, de production, en tout cas, qui était quasiment, enfin, qui était peu développé. Et vous avez ouais, apporté aussi votre pierre à l'édifice par rapport à ça. Donc, c'est ça. En fait, c'était une nouvelle culture. Ça faisait à peu près 10 ans qu'ils avaient fait vraiment un développement du cacao au Vietnam. Et, euh, et c'était un cacao qui personne sur le marché mondial connaissait le cacao vietnamien. C'était vraiment un cacao qui allait être acheté par des groupes industriels, ils allaient ils allaient servir du profil, on va dire, un profil, pour mélanger, pour faire un M&M. Voilà, c'était vraiment le. Donc, quand on est arrivé, les gens se disaient, bah, il y a du cacao au Vietnam, il est comment? Les gens étaient curieux. Donc, dans le milieu, les gens étaient très curieux. Après, il y avait les snobs aussi qui disaient, oui, mais bon, c'est du c'est pas du vrai cacao cacao. vietnamien. Ouais, pas ça vient pas de Venezuela, ça vient pas de Colombie, ça vient pas d'Équateur, Pérou, etc. Donc, laisse tomber, quoi. Moi, je touche pas à un cacaoyer s'il a moins de 20 ans. Ouais, c'est genre, Mais oui, est-ce qu'il y a désolé. une idée de grand cru? Parce que je travaille beaucoup avec des marques de vin ou presque plus de champagne. Il y a ce Ouais, côté terroir. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait ce côté production que vous avez de produire par secteur, d'avoir un peu ce côté parcellaire qu'on va retrouver dans certains vignobles. ouais, Et que le cacao va s'exprimer différemment selon la zone où vous allez le c'est ça. produire. C'est ça. Donc, en fait, on a été les premiers dans le milieu du chocolat à présenter le cacao sous cet angle. Euh, Venant du fait qu'on soit dans le pays d'origine, et ça a été notre découverte aussi. C'est-à-dire que, comme amateur de chocolat, on commençait à avoir des échantillons de fèves qu'on trouvait dans 6-7 différentes provinces. Euh, Quand on faisait les essais chocolat, ils avaient des caractéristiques très différentes. Et donc, au moment où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va sortir comme gamme? On n'a que du chocolat noir. Mais oui, mais on avait un chocolat noir qui avait de grandes différences. Et chacun avait ses qualités. Donc, voilà, on a mis en avant le chocolat de terroir du Vietnam. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui de 6 différentes provinces. On a 6 différentes tablettes qui ont des goûts très différents. Euh, on est sur des notes complètement. Après, bon, il y a quelques caractéristiques en commun, mais bon, c'est difficile de généraliser. Mais en gros, bon, c'est un cacao qui est un peu plus acidulé. Euh, euh, on n'est pas sur une grande amertume, pas mal de fruits, de notes de tabac, de café, d'épices aussi, sur tout ce qui est cannelle, cardamome. Voilà, donc c'est pas du tout le profil d'un cacao du Venezuela Ouais. ou d'un criollo d'Équateur. Donc ça aussi c'était intéressant Donc pour les amateurs, et pour nous en premier, parce que on a voulu faire un. Désolé, il y a mon fils là qui j'entends que ça réclame. gazouille. Euh, voilà, donc euh, non, c'était fort. Donc voilà, on a présenté ça sous cet angle-là, de terroir du Vietnam, ces 6 tablettes qui représentent différentes provinces. On ne fait pas d'assemblage, donc c'est des grands crus. Et ça, je trouve Euh, intéressant par rapport à votre positionnement, enfin la fameuse baseline que vous avez aujourd'hui pour Marou, c'est faiseur de chocolat. hum. Et est-ce que tu pourrais l'expliquer, ça, ce faiseur de chocolat? Est-ce que c'est par rapport à ça ou c'est par rapport à autre chose? Et est-ce que ça a évolué entre le moment où vous avez créé ce positionnement, cette valeur, enfin ce pourquoi vous, et aujourd'hui? Euh, bon, rien n'a changé, hein. On fait toujours la même gamme. On a ajouté bon, depuis, hein, mais ouais, cette recherche, en fait, on est beaucoup sur l'idée du terroir. En fait, on vit au Vietnam, on travaille au Vietnam, on veut faire connaître ce qu'il y a de bon du Vietnam. Euh,
aux étrangers comme aux Vietnamiens, hein, parce que bon, les premiers à être surpris d'avoir un chocolat, c'est quand même les Vietnamiens, euh, après tout, parce que déjà pour eux, le chocolat, c'est un truc assez étrange. Euh, euh, et ça doit être, en général, ça doit être belge ou suisse, quoi. Donc, C'est pas du tout dans leur culture de consommation. non, non. Et en fait, ils utilisent le chocolat, l'ingrédient chocolat est apprécié et utilisé, mais la pratique d'acheter une tablette, non, pas du tout, pas du tout. Alors, ça, c'est notre challenge, on va dire, dans les 10 prochaines années, c'est d'aller encore plus loin pour faire connaître le vrai chocolat ou ce goût de l'authentique du chocolat et donc un peu changer les habitudes. C'est ça qui m'a fait sourire, c'est que sur les réseaux sociaux, sur le site internet, c'est le vietnamien en priorité et l'anglais en secondaire. Donc il y a vraiment, il y a une vraie volonté en tout cas de faire découvrir aux Vietnamiens un produit qui est fait chez eux. Oui, j'avoue de plus en plus. De plus en plus parce que euh, bon, avant on avait un peu moins de public vietnamien, il n'y avait pas la classe moyenne, mais c'était pas encore vraiment montré. Donc difficile d'avoir des points de vente vietnamiens. Euh, et, et donc, oui, il y a eu un changement depuis 2016 où on a commencé à avoir nos boutiques. Et là, les Vietnamiens ont commencé à comprendre ce qu'était Maro. Voilà. Ouais. Quand tu mets une boutique et tu n'as pas que des tablettes, là, ah ouais, des poissons, chocolatés, trucs, là, là, là. Voilà, et des murs, ça devient quelque chose de. Et à ce moment-là, ça a pris, ça a bien pris avec les Vietnamiens, on va dire urbain. Et quand tu parles de Grand Cru, tu parles de terroir, ce qui est fou, c'est surtout que vous avez poussé le concept assez loin, parce qu'il y a donc, c'est Stéphanie Aubrio, c'est ça, qui est Oui, chef oui, oui. pâtissière et directrice générale de la Maison Marou où vous êtes. Et donc Oui. vous avez poussé le concept de mettre aussi en scène dans des produits autres que de la tablette les chocolats que vous produisez. Sur un côté grand cru, un peu grande restauration en fait, grande pâtisserie. Oui, 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 oui. Mais donc, quand on a créé Maison Marou, euh, on s'intéressait à créer une expérience hors du commun et on ne voulait pas faire juste une boutique avec des produits sur les étagères. Donc, on avait connu Stéphanie à l'époque où elle était avec chef Michel Roux. Ils avaient ouvert un restaurant dans un grand hôtel à Da Nang, qui était le meilleur restaurant du Vietnam. Et c'est là où elle avait commencé à travailler avec notre chocolat, qu'on avait connu à cette époque-là. Et après, bon, Michel Roux s'est retiré du Vietnam et elle était libre, donc on a commencé à lui partager notre idée de faire le concept, c'était on part de la fève, dans la boutique, on a un torréfacteur, on fait du chocolat sur place, on utilise le chocolat et on va jusqu'à la grande pâtisserie, quoi, pâtisserie fine. Et voilà, donc c'était on va dire, c'est le concept, un 360 sur le cacao. Euh, et ça a été, ouais, ça a été un grand succès. Parce qu'elle offre une expérience culinaire encore différente de la tablette pure, parce que là, elle va apporter aussi sa pâte, alors, je ne sais pas si c'est magnifier le chocolat, mais en tout cas le présenter sous une autre façon. Ah ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le chocolat marche excessivement bien dans ces usages-là, hein, en boisson ou en pâtisserie. Elle peut choisir différentes origines selon voilà, ses caractères. Mais ça a été... ouais, c'est aussi, c'est qu'on montre tout. Donc on offre aux gens pas seulement une expérience culinaire, mais on leur offre une expérience visuelle aussi. On forme notre staff à pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Ils connaissent toutes les étapes de la fabrication, et ils connaissent tous les produits, etc. Donc il y a aussi ce côté partage
qui est très important chez nous, et on se rend compte toujours qu'on n'en fait jamais assez. C'est vrai, et surtout avec les Vietnamiens, parce qu'il faut un peu plus Ouais. en général, ils sont un peu plus timides, on va dire, parce que bon, c'est quelque chose d'étranger pour eux. Euh, et voilà, donc, ouais, donc cette boutique, ce lieu, on en est très fiers. On en a fait 2 autres depuis. Il faut savoir que c'est des lieux qui demandent énormément de main-d'œuvre parce il y a 5 différentes activités dans un endroit. On fait donc on a la chocolaterie, donc on crée du chocolat à partir de la fève, on travaille le chocolat, on a le côté pâtisserie, on a le côté barista, on fait des boissons, on a le côté retail, euh, donc voilà, on a tous ces activités en même temps. Ouais. Euh, et voilà, donc c'est des lieux qui vivent bien. Et ça, je me demandais justement, entre le projet que vous avez eu tous les deux à la base et ce que c'est aujourd'hui, ça a complètement évolué. Marou, demain, c'est quoi vos envies? Bah, Marou, nous, on va grandir. Marou, c'est continuer sur nos valeurs et offrir ça à plus de monde. Hein. On, on veut partager ça avec d'autres. Le Vietnam, c'est quand même un pays pour nous, c'est là où on vit, euh, qui change, qui est formidable. Les gens, ils aiment le chocolat. Et c'est juste que bon, ils ont pas eu l'occasion de, de le goûter ou assez. Souvent, faut le goûter plus qu'une fois. Hein. C'est comme pas mal de choses. C'est pas la première fois qu'on goûte qu'on les saisit. Mais voilà, donc c'est un peu notre mission. C'est un peu notre mission de continuer à aller plus loin vers les Vietnamiens et aussi dans d'autres pays asiatiques. Je pense que on est une marque on aime bien, euh, comment dire, euh, ce côté. Bon, après, c'est une question de gestion et de logistique. Hein. Si c'est trop loin, c'est beaucoup plus compliqué. On aime bien avoir un peu de contrôle sur ce qu'on fait. C'est-à-dire Ouais. que pour nous, la qualité, c'est excessivement important. Euh, donc, si c'est trop loin, ça devient assez compliqué. Voilà. Et sur cette Mais communication, pour mettre en avant ces produits, vous cherchez à le faire comment cette communication? Parce que vous avez il y a un peu Instagram, j'ai vu l'Instagram boutique, l'Instagram ouais, Marou, le site internet, mais aujourd'hui, ouais. votre communication, vous la rendez vivante comment pour vous faire connaître à travers le monde? Ben, pas mal des salons, euh, donc de la presse spécialisée hein, surtout. Mais bon, après c'est le produit même. Hein, je veux dire, c'est ça moi, je crois beaucoup à un excellent produit. Bon, il faut du marketing un peu autour, mais la chose la plus importante, c'est le produit. Il faut que le produit parle pour soi-même. Mm. Les gens, bon, un beau packaging, c'est sympa, mais bon, ça fait pas la deuxième vente. Oui. Le deuxième achat, donc il faut le produit, il faut tout. Il faut être conscient de ça aussi, que c'est pas. Je veux dire, il y en a qui font un excellent chocolat, mais ils font pas le reste. Donc Ouais. voilà, ils se retrouvent très limités. Et bon, en général, ils abandonnent. Il y a pas mal. Encore, on connaissait aux États-Unis, on a démarré. Bon, ils avaient démarré avant nous, hein, et bon, ils existent quasiment plus aujourd'hui. Mais par contre, ils faisaient des chocolats noirs fantastiques. Quoi. Mais bon, Les parcours sont différents. donc, ouais, ouais. Ça, Donc, je me demandais, pour revenir juste à ton parcours personnel, tu disais ouais, monde de la publicité, parents, ton père était dans l'enseignement, ta mère était sportive, si je me rappelle bien. Et
pas forcément de famille businessman. Comment on se retrouve d'une famille Oui et non. oui et non? Ouais, ouais, mon père, il est très entreprenant dans le milieu de la recherche. Ça veut dire qu'il crée des projets énormes. Il fait des trucs. Donc, il a ce côté projet. Pas entreprendre en termes de business forcément, mais une Agir. idée, ouais, agir, ouais, la mettre en forme, et la faire vivre et avoir des résultats. Mm. Voilà. Ça, c'est plus la science, résultat. Mais bon, en business, bon, c'est pas les résultats financiers qui sont les plus intéressants, hein. C'est tout ce qui est à côté. Euh, mais et non, mais j'avais un grand-père qui était entrepreneur, qui avait démarré lui-même une entreprise qui existe toujours d'ailleurs, qui a eu ses 60 ans. Donc c'était une entreprise familiale euh, qui a plus de 60 ans. Ouais. Voilà, donc ouais, de ce côté-là, oui, il y avait le côté entrepreneur, businessman, bien que moi je l'ai connu à sa retraite, hein. Mais voilà, donc ouais, je pense que non, mais je pense que c'est l'esprit aussi de faire quelque chose de nouveau, qui n'a pas été fait, d'original, de qui est pour moi personnellement très motivant, quoi. Et Et, par rapport à et ça, juste, rendre, excuse-moi. rendre du plaisir aux gens, ça c'est très important. Ça, tu parles de plaisir, et justement, il y a Samuel dans une interview qui explique qu'il y avait deux questions qu'on posait tout le temps. C'était, bah, vous faites du chocolat, mais est-ce que vous venez d'une famille de chocolatiers? Et l'autre, Ouais, c'était, quelle expérience vous ouais. avez? Vous étiez dans le monde du chocolat. Et donc, il explique un peu cette difficulté à expliquer aux gens. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à des gens qui se lancent dans un domaine qui est non maîtrisé, il y a pas de backup des parents derrière, quel conseil tu pourrais donner et quelle chose tu leur dirais de ne surtout pas écouter? Ouais. Bon, surtout pas écouter quand les gens ils disent qu'il faut avoir 10 ans d'expérience dans quelque chose pour le faire. Encore une fois, si on a 10 ans d'expérience dans quelque chose d'autre, ces 10 ans d'expérience, on va les utiliser éventuellement, peut-être pas au tout début du projet, mais éventuellement, je ne sais pas. Voilà, rien n'est perdu dans la vie. Je veux dire, on se construit constamment. Je veux dire, et donc, je pense qu'il faut aller par sa passion. Il faut suivre la passion. Et, en tout cas, il faut essayer. Il faut essayer. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Rien ne sera toujours parfait. Ça, c'est une autre chose. C'est que, voilà, après, bon, il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué. En anglais, c'est barrier to entry. Tu vois, c'est dur. Euh, voilà, mais sinon, il faut, ouais, c'est écouter les autres, ouais, surtout pas. Faut pas trop écouter les autres. J'aime bien le concept d'action, le fait de se dire, au lieu de parler, vaut mieux agir et d'incrément, enfin, voilà, de compiler l'expérience au fur et à mesure pour se dire, bah, je tente, ça c'était bien, ça un peu moins, donc du coup j'améliore au fur et à mesure. Ouais, ça dépend comment on voit les choses. Si on conçoit que euh, on essaye pour apprendre, ou on réfléchit trop pour réussir, mais pas forcément trop apprendre, juste pour réussir. Ouais. Donc si on est là parce qu'on a peur, parce que on veut tellement que ça réussisse, que ça réussisse, mais bon, on empêche d'apprendre. Ouais. C'est ça, parce que c'est par l'expérience qu'on apprend, c'est en faisant qu'on apprend. C'est en trébuchant ou voilà, en essayant de trouver des solutions qu'on apprend. Et, mais pour moi, fondamentalement, je pense qu'il faut il faut se connaître, il faut faire, à mon avis, il faut essayer de penser à ses valeurs, ce qui est vraiment important pour soi. Et là, il faut utiliser ça comme son compas, à mon avis, hein. Parce que si on fait quelque chose et il y a quelque chose
qui va pas, c'est parce quelque part, il y a une valeur qui est en conflit. Moi j'aime bien l'idée de karma, de dire que si on n'est pas aligné avec nos valeurs, comme tu le dis, et ce qu'on a vraiment envie de faire, au bout d'un moment, il finit par y avoir un couac. Et vous étiez aligné, en tout cas, quand vous avez fait des rencontres, bizarrement ou pas, vous avez fait les bonnes rencontres au bon moment, il y a eu le bon engouement, Ouais, parce que vous ouais, étiez sûrement avec ce projet initial, sûrement aligné sur ce que vous aviez envie de faire. Donc je trouve ouais, génial sur votre parcours. ouais. Mm. Il y a eu Et- sûrement des galères, mais ça a fini par payer. ouais, et pas tant que ça, finalement. Je veux dire, mais oui, bon, il y a toujours des choses, mais c'est juste, c'est partie de l'action, hein. On peut pas. euh, mais ce qui est très important, j'allais dire là, euh, ah mince, ah oui, sur les gens. Ce qui est très important, c'est les gens. Je veux dire, on peut rien faire seul. Et on n'est jamais seul. Et on fera jamais rien seul. Je veux dire, et le choix aussi, quand on a une idée, on peut avoir une idée avec d'autres personnes. Euh, euh, le choix de ces gens est plus important que le choix du concept ou l'idée, à mon avis. D'être bien Je veux entouré. dire, ouais, ouais. Parce que j'avais une expérience bien avant où j'avais essayé de monter une, un label de disques et on avait l'idée était excellente, etc. On a commencé à avancer et finalement, bon, l'associé, le gars, bon, c'était pas ça, quoi. Il y avait des problèmes. Et j'ai tellement pris par le concept que j'avais oublié de voir que finalement, faire un business, ou faire quelque chose, c'est passer du temps avec quelqu'un, c'est d'avancer, c'est de pouvoir avancer, c'est de pouvoir résoudre des problèmes et voir les choses de la même façon. C'est de l'humain avant Euh, tout. voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que Sam, je lui ai dit, oui, c'est le chocolat, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quoi. Le fameux pourquoi que Simon Parce Sinek que explique dans ses vidéos. quelque part, c'est pas que manger du chocolat. Le chocolat, c'est un véhicule, c'est quelque chose. On transmet quelque chose à travers le chocolat, quoi. C'est ça finalement. C'est ce que j'aime bien dire aux gens, c'est entre deux marques identiques, entre deux marques de chocolat, dire ben, pourquoi plus Marou que que l'autre confrère. Et c'est ce truc-là en fait qui va faire la différence pour le consommateur. C'est les valeurs Ouais, dans lesquelles il se retrouve derrière et qui se dit voilà, ça me correspond. ouais, Il y a plein de trucs cachés qu'il saisit peut-être pas sur le moment, mais c'est vraiment pourquoi une marque plus qu'une autre. Et on en vient à de l'humain, à des valeurs, à une identité. Et c'est ce qui fait que ça a fonctionné pour vous aussi, c'est que vous étiez sûrement ouais. aligné avec la clientèle que vous cherchiez. Mm, mm. Ah, tout à fait. Et il y a aussi, bon, quand tu as dit ça, ça me fait penser aussi au message. Je veux dire, quand on est une marque, genre, on a un produit sur une étagère. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on fait communiquer. Ouais. Je veux dire, est-ce qu'on on peut pas tout mettre. Je veux dire, la tablette, elle fait 11 cm par 7. Je veux dire, on peut pas tout mettre. Je veux dire, il faut choisir Mm. il faut choisir ce qu'on pense être l'essentiel ou le plus important. Euh, Donc, on voit beaucoup de marques, ils essayent de mettre trop de choses, quoi. Ils vont, alors c'est du bio, ils vont sauver des vies, ils vont sauver la planète. Je veux dire, il y a trop de choses, c'est trop chargé, quoi. Ouais. Finalement, on oublie qu'il y a du chocolat. Euh, donc, voilà, donc il faut faire ses choix aussi. Mais on peut communiquer sur tout le reste, mais Oui. différemment. C'est-à-dire un site web, un truc. Donc on peut se poser sur d'autres plateformes, sur d'autres moyens pour communiquer plus en profondeur. Euh, voilà, pour que les gens qui s'intéressent à la marque, on Il peut les creuse. Hein. emmener plus proche. Bon, on essaie de faire avec un site web, mais on pourra faire plus, hein, ça, c'est sûr. Oui.
J'aurais deux questions pour terminer l'interview. Alors la première, elle est très large, elle est vraiment très personnelle. Tu parlais de réussite. C'est quoi pour toi aujourd'hui la réussite ou le succès, si je prends un autre terme, par Vincent Mourou, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mettrais pour toi comme définition de ton succès aujourd'hui? Apporter du bonheur, je veux dire, à moi-même et aux autres. Ça, c'est pour moi, à travers des projets, à travers le chocolat, qui est le véhicule, euh, pour ça, hein, donc, qui est très puissant pour ça, parce que bon, quand même énormément de gens qui aiment ça. Ouais, pour moi c'est ça, c'est apporter du bonheur aux gens et faire de beaux projets, vraiment avec une équipe. Ça veut dire que c'est pas que le client, c'est aussi pour moi personnellement la vie de tous les jours avec les gens et faire rêver des jeunes qui rentrent dans l'entreprise, ils ont des envies. On y va, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'est cet esprit d'entreprendre. Ouais, c'est très important. Très important. Et si j'avais une dernière question, que ce soit livre, expo, film, est-ce que tu aurais un truc du moment qui t'a beaucoup parlé, que tu voudrais recommander en lecture, en film, en expo? Alors, non, je suis en train d'écouter un audiobook. Alors, j'aurais préféré avoir la copie, mais c'est un peu difficile au Vietnam. Il s'appelle The Power of Moments. Tout le monde doit le connaître, hein, sauf moi. Non, c'est quand on commence à creuser ce genre de quand on creuse ce genre de bouquin, on finit par par tirer la bobine et avoir le film. Mais je l'ai lu. Je suis en train d'écouter, mais il va falloir que je réécoute parce que il y a tellement de points, etc. que bon, on peut pas tout se souvenir de tout, quoi. Donc, mais il est très intéressant, très intéressant. Alors pour que les gens puissent situer, ça parle le pitch. Bah, ça parle de pitch. En gros, c'est que on a des moments où bon, qui sont assez extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils sont ces moments? Que sont ces moments? Quels sont les ingrédients dans ces moments qui font qu'on s'en souvient ou qu'on a été marqué, etc. Et donc, à l'envers, bon, ça c'est des choses qui nous arrivent. Pour le livre, bon, j'y suis à la moitié, hein, mais après le livre, il commence à parler de comment on peut, si on connaît les ingrédients, comment on peut faire un peu un engineering, quoi, un peu un truc, voilà, bon, ça on va voir. Mais en tout cas, la première partie, non, j'adore parce que bon, il y a un côté d'analyse, psychologie et tout ça sur le comportement des gens et c'est super intéressant. Et ça donne aussi des idées. Ouais. Ça donne aussi des idées. C'est le genre de livre qui permet de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ouais, tout à fait. Ah oui, non, il est très complet et je pense que donc voilà, ça c'est le livre du moment entre la fabrique et la boutique. J'écoute ça. J'aurais eu encore plein de questions, je pense, à poser, mais je vois que ça fait déjà un petit 55 minutes et on avait dit qu'on ferait peut-être un peu plus court, mais finalement le temps est passé. Ouais, j'ai perdu. Ouais, il faut que j'y aille. Mais donc, écoute, merci beaucoup. Pour redémarrer, un vrai plaisir. Ça fait du bien aussi, hein, dans ces périodes difficiles, là, de parler, de passer un bon moment. J'espère que cet épisode des Nouveaux Explorateurs vous a plu. Si vous cherchez les références qui sont données tout au long du podcast par Vincent Mourou, rendez-vous directement sur l'article dédié à l'interview sur agencediscovery.fr, rubrique Le Mag. Et si vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions, des remarques sur le podcast ou me proposer un invité, vous pouvez le faire sur mon profil LinkedIn, sur mon compte Instagram discovery_brco ou la page Facebook Agence Discovery France. Encore merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et je vous dis à très bientôt.